Grâce à la vigilance écologiste et à la mobilisation citoyenne, l'exploitation par fracturation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent semble pour l'instant sérieusement compromise. On parle aussi des avancées de Petrolia dans l'extraction du pétrole de schiste par fracturation sur l'île d'Anticosti, mais rien ne semble ralentir la cadence des travaux. On parle aussi de l'exploitation de pétrole dans le golfe du Saint-Laurent et des gaz aux îles de la Madeleine. Ce dernier projet s'est en vue annoncer une consultation via le BAP. Mais qu'en est-il de tous ces claims pour des hydrocarbures en Gaspésie? La péninsule est certes faite de grès, et non de schiste. Le pétrole aurait migré de la roche-mère vers le grès pour y former des gisements conventionnels, mais des décennies de recherche n'ont rien trouvé d'extraordinaire. Alors que veulent y faire les compagnies pétrolières? Alors, un grès, normalement, a une perméabilité et une porosité suffisante pour en faire un gisement si le volume est là, si l'écoulement du pétrole est suffisant. Alors, pourquoi on ferait de la fracturation en Gaspésie? Probablement qu'ils sont dans une tranche marginale, un gisement où la perméabilité n'est pas naturelle et pas très bien développée. Et par fracturation, ils envisageraient d'aller augmenter cette perméabilité-là. C'est comme pour le gaz de schiste? C'est la même technique, mais ce n'est pas le même type de gisement. Et la technique de fracturation hydraulique peut avoir les mêmes impacts négatifs si elle est faite dans un gisement conventionnel que si elle est faite dans une roche mère comme un shale. Comment ça se passe, la fracturation? Alors, comment on procède? Tout d'abord, il faut avoir un forage. Alors, un forage classique, c'est un forage qui est vertical. On peut, pour les gisements d'hydrocarbures, là, dans des roches où c'est disséminé, on peut avoir des extensions horizontales de forage. Alors, ça, c'est la première étape. Et ensuite, deuxième étape, c'est la fracturation. Alors là, on va fracturer par tronçon. On va isoler des portions de forage horizontale, injecter le fluide à grande pression, et c'est ce fluide qui, en pénétrant dans des réseaux de fractures naturelles préexistantes, va les ouvrir et va aussi générer d'autres petites fractures. Troisième étape, bien sûr, on enlève, quand on a fini de fracturer tout le massif rocheux dans la portion horizontale du forage, on enlève tout l'équipement, on retire au maximum l'eau. Il reste à raccorder le puits parce que le gaz, très rapidement, va s'écouler. Dans le cas du pétrole, il faut pomper comme dans un gisement conventionnel. Il y a des conséquences immédiates qui, statistiquement, vont être peut-être mesurables. Par exemple, les fuites d'un puits au moment où il est en opération. Il y a peut-être un puits sur 20 qui fuit. Il peut y avoir, bien sûr, explosion, incendie, contamination de nappe. Donc, mais quand il y a une équipe sur place, quand le puits est en exploitation, en général, les opérateurs sont là pour intervenir et pour corriger le problème. Alors, le problème qui a été étudié par 15 000 forages, c'est qu'on s'aperçoit que tous les puits, quand ils sont abandonnés, quand ils datent, quand ils vieillissent, un peu comme tous les viaducs au Québec, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on ne les entretient pas, le ciment, l'acier, il y a une dégradation naturelle qui se fait. Plus on multiplie les forages, plus on a des sources potentielles pour des cas de contamination dans le futur. Toutes les autres conséquences découlent de ça. C'est vraiment la question pour laquelle l'industrie n'a pas de réponse. Et ça aura un impact sur quoi en Gaspésie? De l'eau en Gaspésie, il y en a partout. Il y a des ruisseaux, des rivières partout. Puis en dessous de la terre, il y en a 10 fois plus qu'au-dessus. On ne connaît pas le bilan hydrogéologique de la Gaspésie. Et la richesse qu'on a en Gaspésie, c'est qu'on peut boire dans nos rivières et dans nos ruisseaux, partout. Nous, on a décidé de dire oui à la protection de l'eau potable. Aujourd'hui, ce que nous offre l'industrie pétrolière, c'est un risque de contamination. Tu sais, quand on pense que notre corps est fait en moyenne à peu près de 75 % d'eau. Et comment ça se passe sur le terrain? Il nous parle d'un forage
2 forages. Là, on est rendu, on voudrait 4 forages. Ils nous envoient des documents par la poste en couleur, là, que nous ne fracturons pas. Pétrolière ne fracturera pas Haldimand. Puis là, quand on fait des recherches sur leur site Internet, dans les communications aux actionnaires, on parle de fracturation hydraulique à Haldimand. Jamais ils nous montrent une image complète là, de leur projet. Justement, en termes d'image globale, quelles infrastructures seraient construites? Chacun de ces gisements va avoir ses propres installations de captage. Hein, ce n'est pas interrelié. Ce sont des gisements localisés, bien localisés dans l'espace. Et à chacun de ces gisements, bien sûr, ça va prendre beaucoup plus qu'un seul puits. Il y aura un réseau de forage qui va s'implanter, des installations de pompage, des installations de transport, éventuellement, j'imagine, des installations de transbordement, c'est-à-dire des gazoducs, plutôt des oléoducs vers des bateaux-citernes. En Gaspésie, comme en Anticosti, s'il y a du gaz associé au gisement de pétrole, il est possible, et là je ne sais pas quelle norme environnementale autorisera ça, mais il est possible que les compagnies jugent qu'il va être plus commode pour elles de le brûler sur place à la torchère. Donc une installation de torchère dans le paysage, c'est pas tout à fait compatible avec d'autres vocations du paysage. Et si ça se passait mal? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un dégât? Bien, les compagnies pétrolières qui sont présentes sur le territoire actuellement, c'est des juniors, c'est des pee-wee, qui n'ont pas beaucoup d'argent. En fait, ils ont à peine assez d'argent pour driller les premiers puits. Ce qui fait que s'il y a un dégât, bien, c'est le gouvernement qui va assumer. Et ceci dit, ça veut dire que ça va être la population qui va assumer. S'ils vont forer dans le fond du bois, comme certaines personnes disent, c'est la même planète, là. La Terre puis l'eau, c'est pas parce qu'il y en a une qui est fluide puis l'autre... je veux dire, il y a des sources d'eau qui communiquent avec l'océan, avec nos rivières. De par notre, notre vie maritime, hein, on est super proche de tous les poissons, les crustacés, là, ça fait partie de notre alimentation de base. Donc, je me pose la question beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir à acheter du tilapia qui vient du fin fond de l'Afrique ou je sais pas quoi pour se nourrir. Hein, c'est une ressource qu'on a ici qui est à la portée de tout le monde, puis qui rend les gens assez autonomes, puis qui fait partie de la culture gaspésienne profonde. Les algues, les élevages d'algues, les élevages de moules, tout ce qui est relié à la mer, pour nous, c'est une richesse qu'il faut à tout prix protéger. Bien, c'est sûr qu'en agriculture, si on veut faire une agriculture de qualité, ça prend des intrants de qualité. L'eau, l'air, la terre sont, on va dire, 3 intrants. Alors, la qualité de l'eau nous préoccupe grandement. Bon, à titre de producteur maraîcher, oui. Mais aussi, bon, j'ai des collègues, on va dire, qui sont producteurs plus au niveau du bœuf ou du mouton. Puis on le sait, c'est des enjeux importants. Ça m'inquiète un peu au niveau de la chasse. S'ils se mettent à fracturer le sol, j'imagine qu'il va y avoir plus de transport dans les bois qu'il y en a présentement, qu'il va y avoir plus de bruit. Ou s'ils fracturent le sol, est-ce que les nappes vont être contaminées? Est-ce que les animaux qui vont boire cette eau-là après vont être encore sains à consommer? Ouais, c'est bien l'eau, mais... Puis s'il y a une absurdité de dire comme pas dans ma backyard, mais quand on est là, puis... Oui, j'en consomme moi aussi de l'essence. Mais on peut faire partie du problème et espérer faire partie de la solution. Passer du moteur à explosion à un autre type de moteur, c'est un projet de société aussi. Tant et aussi longtemps qu'on va être dépendant du pétrole, on ne pourra pas briser ce cycle-là. Puis souvent, quand je parle à dépendance, il me semble que ça me rappelle beaucoup quelqu'un qui serait aux prises avec une drogue dure. Des fois, le fait de pouvoir trouver sa drogue va l'amener à être très destructif sur lui-même puis sur son environnement social. Il me semble qu'avec le pétrole, on est dans à peu près le même genre de pattern. On part dans des périodes, 2 ou 3 siècles, toute notre structure sociale s'emboîte d'une certaine manière. Et puis là, tout à coup, à un moment donné, cette façon de faire-là, on s'autodétruit avec cette façon de faire-là. Alors, il faut stopper une façon de faire. C'est comme dans le temps des esclaves, tu comprends-tu? Là, pendant 2 siècles, on a eu des esclaves, toi, qu'on vendait chez la place publique, qu'on fouettait, puis c'était des humains comme nous autres. Tu sais, à un moment donné, il y a un petit groupe qui s'est arrêté, puis qui ont dit « Wow! » Puis là, c'est le stopper la façon de faire. C'est là qui est complexe, c'est là qu'il y a des grands affrontements.
Bien là, c'est ça qu'on fait. Là. On a un affrontement de valeurs partout dans le monde, on l'avoue. L'humanité est passée de l'âge de pierre à autre chose, pas parce qu'il a manqué de pierre. Alors, je pense qu'il faudrait se poser cette question par rapport aux hydrocarbures. C'est des grandes questions, mais pour l'instant, ici, dans la péninsule, En Gaspésie, par exemple, on évalue entre 20 à 50 jours ce qu'on pourrait fournir pour satisfaire les besoins du Québec en pétrole. Il me semble que de mettre à risque notre eau puis notre mode de vie pour une exploitation qui va, dans le meilleur des cas, durer une quinzaine d'années ou, disons, maximum 20 ans, est-ce que ça vaut le coup? l'eau est un des éléments qui relie les communautés et les générations entre elles. Il en tient à nous de tisser des liens solidaires qui nous assurent des collectivités en santé.